Côte nord-ouest de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la province de Sandaun. C'est dans le village de Vanimo-Lido, l'extrémité de la terre, que les femmes des 4 clans d'origine étaient spécialisées dans la production de poterie montée à la batte et destinées à des échanges maritimes avec les villages côtiers de l'ouest. Les récentes recherches archéologiques permettent de situer l'origine de cette technique particulière du côté de l'Indonésie et des lointaines îles Moluques, à près de 2000 km à l'ouest. C'est aujourd'hui la mousson de nord-ouest, la mer est agitée, les vagues de l'océan Pacifique particulièrement fortes. Seules les femmes pratiquent à l'occasion une petite pêche depuis le rivage. Les grandes pirogues à balancier, celles pour la pêche hauturière et le transport des poteries, ont été tirées à terre et mises en sécurité. Pendant cette saison humide, où les averses sont régulières en fin d'après-midi, les hommes passent leur temps à jouer aux cartes. Et pendant ce temps, jour après jour, les femmes travaillent la terre avec une batte et un galet pour mettre en forme de grands bols pour la cuisson du sagou. Les techniques mises en œuvre, strictement réservées aux femmes âgées, exigent un très long apprentissage, soutenu par le mythe de Yawu, la créature primordiale qui, dans les temps anciens, a apporté la poterie à Vanimo. Fondé voici environ 3 siècles d'après les récentes datations radiocarbone, le village de Lido est fort d'environ 1 millier d'habitants. Il s'étire entre les jardins et les grandes plages de sable corallien blanc, ombragées par des cocotiers. Aujourd'hui, la culture matérielle est en pleine mutation, avec l'introduction des marmites métalliques et des récipients en plastique coloré. La plupart des poteries de terre ont été reléguées sous les maisons et ne servent plus que, de loin en loin, à l'occasion de festivités. Comme la femme Yaou l'a exigé, les décors incisés des poteries reproduisent les tatouages des femmes, qui sont différents d'un lignage à l'autre. L'argile colluviale est extraite le long de la rivière Dadi, à Blouhin, dans la forêt humide à palmiers-sagoutiers, soit à 15 minutes du village à peine. L'exploitation avec un long bâton à fouir est toujours faite par les hommes, et les mouvements répétitifs de l'outil permettent un premier malaxage. Pour leur part, les femmes émiettent et trient les nodules de terre pour en retirer les impuretés, des radicelles, de minuscules cailloux ou des charbons de bois. Au total, 4 paniers en feuilles de palmier nibong, de 8 à 12 kg chacun, sont remplis pour être rapportés au village. Cette lourde charge représente à peu près ce que pourront travailler 2 potières pendant une semaine,
pour 8 à 10 grandes marmites à salut. Ini loh hebat soalnya ini. Soalnya ini mau dipergi ini apa dah kalau dibuat begini. De retour au village, Maria Dati, âgée de 55 à 60 ans, continue son long et minutieux travail d'émiettement et de tri de l'argile, à la recherche de ces minuscules impuretés qui risqueraient d'endommager les poteries lors de la cuisson. D'ailleurs, tout au long du façonnage, les potières resteront très attentives à la présence du moindre cheveu, du moindre grain de sable grossier, du moindre fragment de feuille, qui ferait, disent-elles, éclater les poteries lors du premier choc thermique. La terre émiettée doit ensuite être mélangée à du sable tamisé, le dégraissant. On n'utilise pas le sable corallien fin de la plage voisine, mais un sable siliceux beaucoup plus résistant à la chaleur passé 740 degrés. Ce sable à bonne tenue thermique est extrait d'une terrasse ancienne, à Yamlaleh, au-delà de la rivière d'Assi et à 5 km du village. D'une petite fosse à parois surplombantes, on tire 5 sacs de sable d'une quinzaine de kilos chacun. Les agrégats d'argile triés et le sable siliceux, avec quelques gouttes d'eau, sont malaxés dans le flanc concave d'une vieille pirogue. Agatha Pea, environ 70 ans, s'est mise à la tâche, aidée par une autre voisine âgée, Angelina Lekra, qui n'a vraiment plus la force de mettre en forme les poteries par battage. La terre en rouleau est malaxée et comprimée lentement, tandis que les pouces entrés en force dans la pâte favorisent le mélange et une répartition uniforme du dégraissant et de l'humidité. Maria travaille de son côté. Sous ses mains, le mélange devient souple et onctueux. Elle sent au toucher que la pâte sera bientôt prête, bien qu'à aucun moment n'aient été mesurées les proportions respectives d'argile et de sable. Préparer une telle masse d'argile et de sable demande aux 3 potières près d'une demi-journée d'un travail fatigant, interrompu de loin en loin pour mâcher une chique de bétel. Maria a maintenant aggloméré la pâte bien mélangée en un pain cylindrique régulier. Par lente compression, elle va écraser ce pain à une extrémité, puis à l'autre, pour le transformer en galettes lourdes et épaisses.
Finalement, le pain sera rapidement battu avant de rejoindre d'autres pains semblables alignés sur une planche sous la maison. Hors de portée du soleil, les pains vont sécher lentement pendant 3 jours et se raffermir jusqu'à acquérir la bonne consistance pour un montage à la batte. Pendant ces 3 jours d'attente, les potières vont au jardin. Au retour, les femmes n'oublient évidemment pas les noix de bétel à mâcher ou à offrir à leurs voisines. Mais ces quelques légumes, cuisinés avec un peu de poisson, ne représentent que peu de choses dans le régime alimentaire. La sauce tout au plus. Le sagou, c'est-à-dire la fécule du palmier sagoutier, constitue l'essentiel des repas. Les palmiers sagoutiers sont exploités dans le marais proche du gisement d'argile. Avec une longue herminette, les hommes réduisent en sciure la moelle de l'arbre. Un travail épuisant. Yeah, we go now. La sciure de bois est ensuite transportée jusqu'au plus proche ruisseau pour y être lavée. À Lido, le lavage du sagou est une activité féminine. Après arrosage, brassage, puis compression à la main, le liquide rougeâtre qui s'écoule contient une forte charge en fécule blanche. Cette précieuse fécule est recueillie dans un bassin de décantation. Le sagou était autrefois préparé dans les grandes marmites de terre cuite. La gelée collante, retournée à la spatule de bois, est appréciée par tous. Lentement, la nuit tombe. Au matin du 4e jour, Agatha juge que les pains de terre sont à la bonne consistance. Conformément aux directives de la femme Yahou, la créature primordiale qui a transmis l'art de la poterie battue aux femmes de Lido, Agatha va utiliser la batte rectangulaire Hila, en bois fibreux d'aréquier, et le galet en calcaire poli pour obtenir d'abord un disque irrégulier, puis une ébauche épaisse, cintrée en forme de bol. Le mythe raconte. Yahou
était originaire de Vanimo Lido. On la reconnaissait aisément à son odeur puissante et nauséabonde, qui la précédait tandis qu'elle crachait, par-ci, par-là, en mâchant le bétel. Jeune fille, Yahou est partie chercher époux très loin vers l'est, en suivant la course souterraine du soleil, jusqu'à Molol, aujourd'hui Aïtapé. Il faut rappeler que Molol Aïtapé, à 120 km à l'est de Vanimo, est un village situé à une demi-heure de pirogue de Tumleo Islands, vraisemblablement un ancien poste d'échange avec les colons venus des Moluques et réputé pour la qualité de leur poterie. Là-bas, à Molol, elle a eu un enfant de son mari Lano. Mais pendant l'accouchement, elle s'est rendue compte que c'était son mari qui l'avait aidé à mettre son bébé au monde. Elle en a alors connu une très grande honte. Pour cacher sa honte, Yahou a fui en direction de Lido, son village d'origine, cette fois-ci en marchant d'est en ouest, dans le sens de la course diurne du soleil. Yahou a mis son filet Aalon sur son front. Dans le filet, elle a chargé Ona, l'étui à chaud pour le bétel, et Oboun, la spatule à chaud, puis Ida, la terre pour les pots, Mou, le galet poli qui sert de contrebatte, Hila, la batte rectangulaire lourde, en bois fibreux du palmier aréquier pour mettre en forme les poteries, enfin Himli, la batte triangulaire lisse en bois nerveux du palmier nibong, utilisée pour adoucir la surface des récipients de terre. Finalement, elle a mis sur son épaule Bii, le tissu d'écorce martelée, et pris en main Teyou, un morceau de bois enflammé pour pouvoir fumer à tout moment. Et elle s'est mise en route. Yahou a marché longtemps, jusqu'à l'entrée de la lagune de Sisano. Là-bas, les gens du village de Waropo ont senti la puanteur de son corps et l'ont immédiatement reconnu. « C'est Yahou, c'est Yahou !» Elle a continué à marcher. Elle a quitté la lagune de Sisano et a dirigé ses pas vers l'ouest jusqu'à Serra. De Serra, elle a dépassé Ouaré, Oné, Pouaré, jusqu'à Womi, aujourd'hui Leitré. Elle a poursuivi sa route en direction de Glé-Ela, aujourd'hui Ningra. Alors, elle est arrivée à Oublé, aujourd'hui l'aéroport de Vanimo Town. Au village de Oublé, pour la première fois, elle a donné les 3 outils pour la poterie. La batte rectangulaire Hila, la batte triangulaire Himli et le galet contrebatte.
Puis, elle a continué son voyage jusqu'à Daunda, la rivière entre la ville de Vanimo et le village de Lido. Là, Yahou est restée debout et elle a mâché une noix de bétel. Pendant ce 5e jour, les deux potières, Agatha et Maria, vont longtemps battre les préformes pour amincir progressivement la paroi et augmenter d'autant les dimensions des poteries. L'épisode de finition du bord est particulièrement long et délicat. Amincir et monter le rebord avec la batte lourde et le galet. L'abaisser à nouveau par tapotement avec la batte triangulaire, en compactant la pâte et en supprimant les fissures. Et recommencer aussi souvent qu'il le faut pour obtenir un vase régulier et un bord d'épaisseur partout égal. Yahou continue son voyage en suivant le rivage et arrive à Mono, l'angle de la falaise ici, tout près de Lido, où il y a l'abri pour les pirogues à balancier. À Waplaté, le village tout près de la falaise, les gens de la famille viennent de reconnaître l'odeur de Yahou. Yahou dit alors à Malima, l'un de ses parents, « Dis à ta sœur de venir, je veux lui présenter les deux battes, Hilla et Himli, le galet contrebatte et aussi l'argile Hida que j'ai apportée depuis Aétapé pour qu'elle puisse faire des pots. Et je veux lui dire, quand tu feras des pots, fais bien attention à ce que l'ouverture soit circulaire et très fine, pas trop haute, pas trop basse, et fais le savoir aux autres. » Pendant ces moments délicats de façonnage du bord, quand la terre sèche rapidement avec le vent léger venu de la mer, les potières interrompent rarement le travail. Quelques exceptions cependant, le cérémonial de la noix de bétel, ou bien un épisode animé d'une querelle entre voisines.
Puis l'odeur est également arrivée chez les gens de Olébi, le deuxième hameau le long du rivage. Yahou a demandé à Olébi, « Dis à ta sœur de venir. Je veux lui présenter les deux battes, Illa et Himli, le galet contrebatte et aussi l'argile Ida que j'ai apportée depuis Aïtapé pour qu'elle puisse faire des pots. Et je veux lui dire, quand tu feras des pots, fais bien attention à ce que l'ouverture soit circulaire et très fine, pas trop haute, pas trop basse, et fais le savoir aux autres. Au 6e jour, Agatha et Maria vont adoucir la surface de leur peau et y graver les décors zoomorphes. L'odeur de Yahou arrive ensuite chez les gens du clan de Pidabi Bidou. Douhour reconnaît l'odeur et il dit « Ça, c'est l'odeur de Yahou, qui doit bien être par là. » Yahou lui demande à voir sa sœur pour lui donner les deux battes, le galet et la terre. À ses instructions précédentes, Yahou ajoute « Il y a une loi. Si les vieilles femmes font des pots, les jeunes n'en font pas. Et si les jeunes commencent à faire des pots, les plus âgés devront cesser d'en faire. » Un peu partout sur la côte nord de Nouvelle-Guinée, le lézard est considéré comme un animal tabou qu'il ne faut à aucun prix tuer parce qu'il apporte l'abondance et la prospérité. Au bord du lac Sentani, on dit que lorsqu'un lézard meurt de faim dans un village, c'est toute la population qui mourra de faim. Il n'est donc pas neutre que le lézard, du moins sa version moderne qui ressemble à un petit dragon, soit représenté sur certains grands bols à sagou, comme autrefois le lézard figurait, semblable à une silhouette humaine, sur le col des grandes jarres de stockage pour la fécule de sagou. Yahou a dit aussi
quand les femmes font des pots, elles doivent en stocker sur la claie de fumage au-dessus du foyer pour leur propre usage. Mais elles doivent aussi en donner à leurs parents pour que les hommes puissent en emporter dans leurs grandes pirogues à voile et alimenter les échanges vers l'ouest. En échange des cargaisons de poterie de Vanimolido, les hommes revenaient avec les belles perles de verre que l'on trouve dans les fruits puants du grand arbre à perles chez les Sco, ou bien encore ces inestimables anneaux de verre qui sont les vertèbres du grand serpent, autrefois tué par les gens du lac Sentani. Les partenariats d'échange avec les villages côtiers de l'Ouest étaient parfois même scellés par des cadeaux prestigieux, comme ce grand vase cérémoniel Hulu, donné dans les années 1960 par Tiake Puoy, le fondateur du village de Kaibatu. Tous ces biens précieux permettaient de payer les compensations pour les mariages et pour les morts, et de rétablir l'équilibre de la société. C'est la fin de l'histoire. Toutes les instructions de Yahoo avaient été données.